Bonjour et bienvenue, chers amis, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours Éthique et professionnalisme. Merci d'être là encore cette semaine. Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre cours, à notre petite rencontre audio à distance, semaine après semaine. J'espère que vous aimez cette nouvelle façon complémentaire de vous enseigner un contenu de cours. Donc, content de vous parler personnellement, à la radio. Je pense que ça donne ce sentiment de proximité-là. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'écoute des podcasts, je me sens toujours un peu plus proche, je dirais, de celui qui parle, contrairement à la classe où vous me regardez avec une certaine distance. Donc, content de vous savoir là, à distance et en même temps si loin, si proche. Merci d'écouter ce podcast chaque semaine via vos applications de podcast préférées. Je ne sais pas si vous êtes sur quoi, j'imagine Spotify peut-être pour la plupart d'entre vous, sinon Apple Podcast, du moins c'est ça de mon côté. OK, première chose, merci pour vos TP1. Donc, c'est fait. Bravo, c'est réussi. J'ai reçu ça, j'ai vu ça. Et je vous promets de terminer de la correction rapidement. Il faut compter peut-être, je ne sais pas, 10 jours ouvrables. J'essaie toujours de faire vite, là, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, vous l'avez vu, le TP1 n'était pas compliqué. Je dirais que c'est peut-être le premier vrai test, peut-être, pour mettre à l'épreuve votre dynamique d'équipe. Donc, en fait, c'est peut-être le plus gros défi du TP1. Hein. C'est un défi de gestion d'équipe. Donc, vous assurez que les membres de votre équipe sont actifs, engagés. Est-ce que c'était le cas? Assurez-vous là, donc que vos Teams, Discord, je ne sais pas ce que vous utilisez, en tout cas vos Google Docs, là, vos documents partagés fonctionnent. Puis parce que vous aurez besoin d'une très belle dynamique d'équipe là, pour passer au TP2. Donc, s'il y a des problèmes au TP1, que ce soit des problèmes de gestion d'équipe ou des problèmes je sais pas, d'organisation, d'horaire, c'est le très bon moment pour agir. Là. Sinon, il sera éventuellement trop tard. Donc, attendez pas la fin de la session là, pour me signaler des problèmes de gestion d'équipe. Il y en a plusieurs là, qui attendent à la fin de la session pour me dire « Bon, ça va pas bien, il ne fait rien depuis le début. » Non, faites-le dès maintenant. Donc, impliquez-moi dès le début des travaux. Mobilisez-moi dès que vous constatez un petit problème. Mettez-moi en CC, puis c'est pas si grave, mais je vais vous accompagner. Puis on va tenter de corriger rapidement et prudemment et de façon préventive. Tiens, c'est un terme qui va revenir. Donc, gérer prudemment ce problème. Donc, c'est normal, je dirais, à votre âge, là, d'avoir des problèmes d'organisation ou de pas être un champion de l'organisation des horaires. Donc, soyez patient envers vos collègues, soyez patient envers vous-même, mais en même temps, soyez exigeant. Donc, vous devez activement travailler, je dirais, là, pour améliorer cette compétence. Donc, c'est une compétence que vous devez développer. C'est une compétence, vous devez reconnaître là aussi vos failles, puis tranquillement essayer de vous améliorer. Donc, encore une fois, je peux vous aider, je suis là, c'est mon boulot. Puis, c'est une bonne habitude, là, je dirais, lorsque vous rencontrez des problèmes, de demander un peu d'aide. Dans cet épisode, c'est le module 4, donc on entame le module 4. En fait, si vous êtes en classe demain, mardi, 12h30, c'est toujours au Deconnect 0125. Donc, en classe, je vais vous introduire à cette semaine. Notre thème, c'est la grille de Legault. Donc, une belle grille d'analyse d'un problème éthique. Ça a été conçu cette grille par Georges A. Legault. Donc, l'auteur du principal ouvrage que vous voyez en classe. Donc, une grille d'analyse, je vous demanderai d'utiliser cette grille pour analyser, tenter de résoudre le problème que vous avez vous-même créé dans le TP1. Donc, soyez attentifs dans ce cours. Si vous êtes là demain, soyez attentifs aussi dans ce podcast, puisque je vais vous introduire à cette grille. Je vais vous la présenter
donc dans ce podcast aussi. Et pourquoi il faut être attentif? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous devrez puiser dans cette grille pour en fait l'appliquer à votre propre TP1 pour éventuellement vous rendre jusqu'au TP2, donc l'analyse avec la grille et éventuellement le rapport décisionnel dans le TP2. Pourquoi être attentif encore aujourd'hui? Parce qu'il va y avoir des questions à l'examen sur cette grille. J'ai laissé un petit silence pour bien que vous saisissiez l'importance de la chose. Puis aussi parce que il va y avoir un caout aussi demain. Donc, je vous le dis à l'avance, c'est un avant-goût de ce que je vous ai préparé en classe. Donc, on va faire un caout pour tester votre connaissance de la grille. Donc, si vous écoutez le podcast, si vous êtes attentif en classe, vous écoutez ce que je raconte sur cette grille, bien, vous n'aurez aucune misère à répondre à ce caout et qui sait peut-être gagner ce prestigieux caout, trophée associé au caout, là, parce que je vais sûrement donner un trophée, un badge, là, on verra ce qu'on va faire avec ça. Donc, j'espère que vous êtes prête et prêt à une écoute intense. Donc, fermez tout, allez prendre votre marche, appuyez sur pause, réservez-vous un moment entre vous et moi pour que je vous explique cette grille. Et lorsque vous êtes prêts, on y va. Donc, en classe, cette semaine, je vous le disais, si vous êtes là, pour vous montrer à utiliser cette grille, vous allez voir, on va se servir d'une étude de cas sur le plagiat universitaire. Donc, c'est un problème qu'on a vu au dernier cours, le plagiat universitaire. Donc, on va reprendre notre réflexion là où on l'avait laissé. Donc, on va analyser à l'aide de la grille un plagiat potentiel. Donc, je sais que vous aimez ce podcast, mais prenez le temps aussi d'aller écouter l'enregistrement de cours ou d'être présent lors du cours. Donc, il y aura évidemment des redites là, parce que j'explique la grille ici, j'explique en classe, mais ça vous permettra de mieux comprendre la grille, de peut-être plus naturellement apprendre, comprendre cette grille d'analyse. Puis, vous comprendrez peut-être aussi, si vous êtes là en classe, c'est quoi le plagiat, c'est quoi les enjeux, parce qu'il y a des enjeux importants là, dans un contexte universitaire. Donc, parenthèse, je le mentionnais aussi la semaine dernière en classe, avec presque 200 étudiants par session, là, vous comprendrez qu'en 10 ans, en matière de plagiat, là, les statistiques finissent par être convaincantes ou du moins assez significatives. Là. Donc, je le dis en classe, j'ai environ 1 à 2 cas de plagiat par session. Donc, je dépose une plainte au vice-doyen aux études de la FSG lorsque ça se passe, qui, lui, la soumet au comité disciplinaire, puis s'ensuit une enquête. C'est passionnant, puis éventuellement, ça amène souvent à une sanction. Donc, c'est triste à pleurer. Donc, ce genre de situation-là, je ris, mais encore une fois, c'est plutôt nerveux, ce rire-là. Donc, statistiquement, là, j'aurai presque assurément un cas de plagiat cette session. C'est plate hein, lorsqu'on connaît les chiffres. Puis encore une fois, je vous dis pas ça pour vous dire que je vous ai à l'œil, puis je vais vous punir, mais en même temps, j'espère à chaque session que si j'en parle, si vous m'écoutez, si ça vous touche un peu, ben peut-être que je vais décourager cette personne-là de commettre un impair qui risque de se traduire par une sanction. Donc, dans le module 4, en classe cette semaine, c'est justement de ça. C'est une étude de cas sur le plagiat. Et on ne fera pas exactement la même étude de cas dans ce podcast. En fait, dans ce podcast, j'ai prévu pour vous appliquer la grille. Donc, vous expliquer peut-être un peu plus sommairement. Là, c'est un podcast, donc peut-être un peu plus densément la grille. Mais on va essayer de l'appliquer à un cas que vous connaissez bien, un autre cas. C'est le cas de Karen Duhamel. Ben oui, Karen Duhamel, rappelez-vous, on l'a rencontrée au cours 1. Donc aujourd'hui, on se concentre, je dirais, sur la première étape de votre TP2. Donc le TP2, il y a 2 étapes. Cette semaine, analyser un problème à l'aide de la grille de Legault. Hein, donc, éventuellement, il y aura le rapport décisionnel, mais je dirais que pour la première fois cette semaine, on va analyser cette grille d'analyse. Et je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, le TP2, il est gros. Hein? Je dirais que c'est notre
notre big boss là, de la session, c'est votre étoile noire ou votre white, comment ils les appelaient, les White Walker, le King. Là. Donc, c'est lui, c'est votre colosse à terrasser. Si vous venez en classe, là, vous verrez, hein, j'ai utilisé quelques images là, de Shadow of Colossus. Là. Donc, c'est votre colosse que vous devez terrasser. Donc, le TP2, il est gros. Il vaut gros. Donc, 25 points. Donc, 25. Hein, rappelons qu'il y a 2 étapes. Analysez votre TP1, donc celui que vous m'avez proposé. Vous l'analysez à l'aide de la grille de Lego. Et étape 2, vous rédigez un rapport décisionnel de 10 pages. Donc, cumulez ça. Là. Il y a l'analyse que je vous explique aujourd'hui, plus le rapport décisionnel, rapport dans lequel vous allez expliquer quels sont vos principaux arguments, quelle est votre décision. Hein, m'avez soumis un problème dans le TP1. Donc, dans le TP2, le rapport décisionnel, vous allez m'expliquer c'est quoi votre décision, comment mettre en œuvre cette décision, c'est quoi vos principaux arguments, évidemment. Faire quelques recommandations. Puis, je vous donnerai rassurez-vous, là, dans quelques semaines, je vous donnerai toutes ces instructions. Donc, 2 étapes pour le TP2. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la première étape, analyser votre problème à l'aide d'une grille. Quelle grille? La grille de Lego que je me prépare à vous expliquer. La grille de Lego est divisée en 4 phases. Et si vous vous demandez, là, coudonc, elle est où cette grille? Donc, vous allez trouver une copie de cette grille dans le contenu du module 4. Donc, vous allez trouver également des petites vidéos là, qui vous expliquent cette grille. Vous allez trouver une copie de la grille et les explications de Lego lui-même dans l'ouvrage Professionnalisme et délibération éthique. Là. Donc, c'est l'ouvrage, je vous ai donné les accès gratuits. Là. Vous passez par sur l'ENA, c'est dans matériel didactique. Ensuite, vous accédez à la version électronique. Puis, une fois que c'est ouvert, c'est dans le chapitre 6. Donc, les explications, ça s'appelle prendre une décision éthique. Donc, ça, vous allez trouver toutes les informations. Et la grille en tant que telle, elle est en annexe 2. Donc, une belle fiche d'application, elle est là. Mais en même temps, je vous en ai donné une copie sur l'ENA. Donc, avec tout ça, là, vous devriez être capable d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour avoir une grille en main et l'appliquer à votre TP1. Donc, allons-y avec notre résumé de la grille. Et pour rendre un peu plus concret et appliqué, pour illustrer, je dirais, les fonctions et parties de cette grille, je vous ai proposé ici une étude de cas. Donc, un problème que vous connaissez tous et toutes maintenant, le cas de Karen Duhamel. Rappelons peut-être quelques informations sur ce cas Duhamel, peut-être si vous avez la mémoire très, très courte ou si vous aviez peut-être manqué le TP1. Donc, Karen Duhamel, elle est ingénieure. C'est une vidéo, c'est son témoignage devant la commission Charbonneau que je vous ai présenté au cours 1. Karen, elle vous ressemble, elle est ingénieure sortante, donc elle vient tout juste de sortir de l'école. Elle a été embauchée par la firme de génie conseil Génivard. Puis sur le chantier de réfection de l'autoroute 40, Karen, rappelons-le, avait remarqué des quantités, des différences entre les quantités qu'on lui demandait de saisir dans un logiciel, puis les quantités qu'elle avait estimées sur le chantier. Donc, elle était convaincue que ses collègues avaient fait une erreur, puis elle a décidé de rentrer ses bons chiffres avec ses propres estimations. Puis elle avait l'impression qu'on gonflait, je dirais, un peu les quantités posées. En fait, fortement, les quantités posées. Puis elle a décidé de s'y opposer parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça. Puis rapidement, on l'a informé qu'elle devait arrêter de rentrer chez ces chiffres-là. Donc, on l'a écarté de cette tâche-là, puis on l'a rassuré qu'un autre allait s'en occuper. Puis pire, là, rappelez-vous dans l'histoire là, de Karen Duhamel, dans son témoignage, elle nous racontait qu'elle a été témoin d'un épisode où un ingénieur est arrivé au bureau avec un moton d'argent, donc de l'argent liquide
qui se promène au bureau. Karen s'adresse à ses patrons. Ensuite, elle demande de l'aide, puis on lui donne pas d'aide. Puis pire, ben, on la tasse, on la tablette. C'est un mot connu, donc on la tablette, on la met sur la tablette, puis on la laisse prendre la poussière, au sens propre et figuré, puis on lui fait sentir au passage qu'elle dérange. Donc un témoignage, rappelez-vous, si vous l'avez vu, ben vous le savez, hein, inspirant très certainement, émouvant, un peu anxiogène, je dirais un peu tout ça, là. Mais il faut le voir. Donc si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, ben shame on you! On est rendu au cours 4, c'est le moment, là. Donc, allez écouter ça. Puis, allez écouter cette vidéo-là si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, un beau problème que celui de Karen Duhamel, un problème rare. Donc, heureusement, rare, mais possible. La preuve, ben, ça existe. On l'a vu. Elle existe. Son témoignage existe. Ses problèmes rencontrés existent. Donc, ça vous aidera à comprendre comprendre mieux, très certainement, oui, la présentation d'aujourd'hui. La question, rappelez-vous, que je vous avais posée au cours 1, c'est que feriez-vous à la place de Karen Duhamel? Et c'est l'étude de cas que je vous présente aujourd'hui. Donc, quoi faire à la place de Karen? Et on va systématiser, je dirais, notre prise de décision en passant d'abord par une analyse à l'aide de la grille de Legault. Donc, allons-y, analysons ce problème. C'est un luxe que n'a pas eu Karen Duhamel. Donc, profitons de ce luxe. À la fin de ce cours, vous ne garderez évidemment pas en mémoire. C'est un peu triste de vous dire ça, là, en fait. Désolé de vous l'apprendre avant même de vous l'enseigner, là, mais en fait, vous n'utiliserez probablement jamais cette grille d'analyse dans votre boulot. En fait, pas dans son intégralité. Le but de l'exercice, ce n'est pas ça, hein. Donc, ce qui importe, c'est que après vous avoir présenté cette grille, après l'avoir utilisée à quelques reprises, il y a certaines étapes qui ne vous quitteront jamais, donc qui vous paraîtront à ce point essentiel que vous ne négligerez plus jamais ce genre d'étapes. Donc, ça vous donne peut-être des étapes supplémentaires que vous n'auriez pas fait autrement. Donc, face à un problème, prendre des fois quelques pas de recul, quelques heures, sinon quelques jours de réflexion, réfléchir à quelques étapes pour prendre une décision plus éclairée. Et en vous enseignant cette grille, mon objectif, c'est pas que vous la sachiez par cœur, mais qu'ultimement, à la fin de ce cours, vous puissiez en retenir quelques étapes, hein, les composantes peut-être qui vous semblent les plus significatives pour vous. Donc, pour le cas de Karen Duhamel, comme pour tous les cas de problèmes éthiques, Legault vous suggère d'analyser votre problème en passant à travers 4 phases. Donc, la phase 1, donc prendre conscience de la situation. Ici, on s'applique à décortiquer les faits. La phase 2, donc clarifier les valeurs conflictuelles. Quelles sont les valeurs? Pour vous, c'est peut-être l'étape la plus délicate. Quelles sont les valeurs? Parler ce langage des valeurs. La phase 3, bien, prendre une décision raisonnable. Donc, pas juste prendre une décision raisonnable, donc ce qui veut dire justifiée, rationnelle, argumentée. Et la phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc ici, la 4e phase, c'est une étape, je dirais, auto-réflexive où on revient sur le problème, on tente d'en cerner la portée, les limites. Allons-y peut-être dans le détail. Donc, phase 1, Legault nous dit, pour la première phase, on va analyser les faits. Donc, il la nomme prendre conscience de la situation, c'est la phase 1, mais dans les faits, c'est d'analyser les faits. Donc, en A, dans sa grille, donc A, B, C, D, E, là, dans A, il nous dit inventorier les principaux éléments de la situation. Donc voilà, on va faire une recension des faits, essayer de voir qu'est-ce qui est là. Donc, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui peut être démontré, qu'est-ce qui peut être documenté. Donc, pour le cas de Karen, c'est justement
qu'est-ce qu'elle peut vérifier, qu'est-ce qu'elle peut prouver, les chiffres qu'elle a devant elle, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça se passe, est-ce qu'elle peut le démontrer, ses calculs, donc tout ça. Les traces dans le système, ça fait partie des faits, hein, c'est là, c'est démontrable. En B, Legault mentionne formuler le dilemme éthique. Donc, Legault dit, s'il y a un problème et un dilemme éthique, il faut être capable de le mettre en mots. Donc, mettons-le de façon très synthétique en mots. Donc, un dilemme, ça oppose deux biens. À gauche, c'est bien. Et à droite, si je fais l'action contraire, c'est bien aussi. Donc, Legault dit la première action, Karen, si on regarde le cas de Karen, donc Karen entreprend des démarches pour résoudre le problème. Et l'action contraire, c'est elle ne fait rien. Et pourquoi elle ne fait rien? Parce que justement, il y a des enjeux. Donc, d'un côté, c'est bien si elle le fait, je dirais, éventuellement, on le dira. Là. Elle sert la vérité, elle s'assure que les chiffres soient vrais, qu'on ne paye pas pour rien. Et à gauche, mais elle fait le contraire, donc elle ne fait rien. Pourquoi qu'elle ferait rien? Parce que ça mettrait tout ce beau monde-là à dos, ses patrons, ses collègues. Donc, il y a ça à l'œuvre. Elle compromet peut-être même son boulot dans cette firme. Donc, A, inventorier les principaux éléments. B, formuler le dilemme. C, résumer la prise de décision spontanée. Donc, Legault vous dit, hey, c'est important là, que tôt dans votre réflexion, vous mettiez en mots votre décision intuitive. Hein, le but ici, ce n'est pas d'agir en fonction de votre décision intuitive, mais de la nommer pour éventuellement peut-être la critiquer, l'examiner, la valider ou l'invalider éventuellement. Donc, ABC. En D, Legault vous dit analyser la situation des parties concernées. Donc, si vous vous dites, moi, quand le prof me parlait de conséquentialisme, j'aimais ça, bien, vous allez voir que vous allez moins aimer ça parce que c'est la partie la plus longue, la plus systématique. Donc, on se demande, bien justement, c'est qui sont les acteurs, quelles sont les conséquences positives, négatives sur chacun de ces acteurs. Donc, on écrit ça sur une feuille. Donc, il y a Karen, il y a Yannick Gourde, il y a son patron, il y a M. Semidjan, je pense que c'était le nom, l'entrepreneur, le MTQ, le public. Puis là, on regarde les conséquences positives, négatives sur chacun d'entre eux. Donc, ça, c'est ça. Hein? A, B, C, D. Donc, D, analyser la situation des parties. On fait notre feuille. À gauche, à droite, les conséquences positives, négatives sur chacun de ces acteurs. Et en E, dernière étape de la phase 1, analyser la dimension normative. Ben oui, il faut y penser aux normes, aux règles, aux lois qui encadrent ce genre de problème. Donc, le gars vous le dit, il y a un problème éthique, allez voir les normes, les règles qui balisent, qui vous aident, qui prévoient peut-être déjà des décisions dans ce genre de contexte. Donc, quelles sont, c'est un peu ça, là, les règles, les lois, les normes, ça présume qu'il y a une décision que vous devriez prendre dans ce genre de contexte. Donc, justement, allez consulter dans ce genre de contexte ce que vous prescrit votre ordre. Pour Karen, allez voir le contrat entre la firme, le client. C'est quoi l'entente? Hein? Le contrat, ça en fait partie ça, des lois. Hein? Le contrat, on l'oublie souvent, là, mais ça fait partie des lois. On dit que c'est les lois entre les parties prenantes. Donc, qu'est-ce qui est affiché sur le contrat? Qu'est-ce qu'on exige? Les factures aussi, ça fait partie d'une contrainte obligationnelle. Il y a quelque chose d'énoncé sur cette facture. Il y a quelque chose qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a un service qui a été livré. Il doit y avoir paiement pour le service qui a été livré. Donc, tout ce qui est écrit comme ça fait aussi partie des normes. Donc, parmi les autres normes à consulter, qu'est-ce que vous dit votre code de déontologie, votre code civil, le code criminel pour certains cas. Donc, c'est quelque chose que vous devez explorer. Le cadre normatif, c'est peut-être une de vos failles, votre méconnaissance peut-être du droit, des normes et votre peu d'enthousiasme aussi, avouons-le, à l'endroit de ces règles, ces normes. Donc, ça vous intéresse
peu et vous connaissez mal, et je dirais, certains acteurs dans le système le savent, que ça vous intéresse peu et que vous connaissez des fois un peu mal les règles. Donc, phase 1, c'est fait. Le go vous dit bravo, vous avez analysé les faits. Maintenant, en phase 2, on va clarifier les valeurs en conflit, puis identifier les valeurs là, qui sont concernées. Donc, en A, toujours en 3 étapes, A, B, C, ici, la phase 2. En A, le go vous dit identifier les émotions dominantes. Donc, c'est important de commencer par ça dans une analyse. Les émotions. Hein? Karen, là, les émotions concernées, c'était l'anxiété, la peur de perdre son emploi, la crainte du jugement des patrons, des collègues, la frustration aussi, on le voyait, on l'entendait plutôt dans son témoignage, le fait de ne pas être entendu, l'impression de ne pas être écouté par tout le monde, y compris par son ordre professionnel, d'être trompé par celles et ceux en qui elle devrait avoir confiance. Donc, ces émotions, évidemment, ça agit sur la raison. Ça peut affecter notre rigueur, notre objectivité. Puis l'important ici, c'est en matière d'émotions, de les nommer, de les connaître, de savoir qu'elles sont là, puis qu'elles peuvent biaiser notre décision. Donc, A, identifier les émotions dominantes. B, nommer les valeurs agissantes. Donc, quelles sont les valeurs qui tentent d'intervenir dans l'action? Quelle est la valeur qui tente de guider l'action? Donc, ici, ça semble un peu ésotérique peut-être pour vous, le langage des valeurs, mais c'est pas sorcier. Là. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont cachées, je dirais, d'abord dans les conséquences anticipées. Donc, si vous avez dit il y a des conséquences sur sa sécurité d'emploi, il y a des conséquences sur sa relation avec l'employeur. Donc, tout ça, c'est des valeurs. Hein? Donc, sécurité d'emploi, loyauté envers l'employeur, solidarité envers les pairs. Il y a aussi des valeurs qui sont cachées dans les normes, les règles. Hein? Ces normes, ces règles ne sont pas là par hasard. Là. Elles sont là pour protéger peut-être certaines grandes valeurs. Pourquoi on vous empêche de falsifier des données? Parce que la valeur en tant que telle, c'est la vérité. Il y a plusieurs normes, règles, lois qui sont exactement là pour préserver certaines valeurs, que ce soit la vérité, j'en parlais, justice, honnêteté. Ça fait partie des valeurs qui peuvent être là. Donc, le go vous dit cerner, identifier les valeurs et identifier éventuellement le principal conflit de valeurs. Donc, à la fin, de la même façon qu'avec votre dilemme, vous avez tenté de cerner le dilemme, de le synthétiser dans une opposition entre un bien et un autre bien. Ici, on va essayer de le synthétiser entre une valeur et une autre valeur. Hein, donc, si elle ne fait rien, ici, Karen, là, si elle ne fait rien, pourquoi? La valeur, c'est sécurité d'emploi, sécurité peut-être tout court, loyauté envers l'employeur, solidarité. Donc, il faut essayer de trouver celle qui est peut-être la plus importante. Et si elle fait quelque chose, donc en opposition, pourquoi? Peut-être pour préserver le trésor public, peut-être par souci de vérité. Il faut voir c'est quoi qui influence peut-être le plus sa décision. Mais on voit ici qu'on peut identifier du dilemme, on peut faire émerger deux valeurs là, qui sont en conflit. Et dans le cas de Karen, c'est peut-être, du moins c'est mon analyse, là, je dirais la vérité. Donc, elle doit dire la vérité. Puis, ses chiffres doivent refléter la réalité. Puis dans les normes, d'ailleurs, c'est validé. Il y a plusieurs normes qui vous obligent à dire la vérité, à être dans des rôles où vous êtes justement là pour témoigner du fait que les chiffres qui sont là témoignent de la réalité. Et l'opposition, Karen, dans son cas, ça semble être ce qui l'a fait hésiter tant que ça, c'est la sécurité d'emploi, je dirais, sa relation avec l'employeur, donc sa sécurité. Peut-être ce serait une autre façon de nommer la valeur en opposition. Donc, deuxième phase, le go vous dit clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. Bon, mais écoutez-vous encore? Ça fait longtemps que je parle. Ça fait déjà plusieurs minutes, mais il faut être attentif.
Parce que là, je vous présente la grille, il va y avoir un caout, il va y avoir des questions d'examen là-dessus. Donc, pour vous réveiller, là, pour marquer, pour redonner un peu de rythme dans cet enregistrement, je vais vous envoyer mon petit signal sonore puis votre indice de la semaine. Donc, l'indice de la semaine est la phrase suivante. Le TP2 est à remettre le 27 novembre. Donc, un mois avant Noël. You really are doing great, Chell. OK, 2 étapes. Bravo, vous y êtes. On a réussi à passer à travers ces 2 premières étapes. L'étape 3 maintenant, Karen Duhamel, vous avez analysé les faits, vous avez identifié le conflit de valeurs. Maintenant, à quoi doit penser Karen si elle veut analyser son problème? Legault vous répondrait discuter et prendre une décision raisonnable. Hein? Donc, pour Karen, elle, ici, on est en 3 sous-étapes A, B, C. Donc, A, identifier la valeur qui a préséance. Donc, l'étape précédente, on avait un conflit de valeurs. On va choisir une valeur prioritaire. Donc, pas arbitrairement, là. Ici, il va falloir éventuellement justifier avec les meilleures raisons des arguments. Donc, il y a une valeur qui va avoir préséance. Donc, ici, par Karen, sa décision, maintenant, on la connaît. Là, c'est plutôt la valeur de vérité, justice, solidarité. Puis, dans cette décision-là, il faut le voir aussi, il y a une valeur qui sera sacrifiée. Hein? S'il y a un conflit de valeurs, lorsqu'on choisit, il y a une valeur. Donc, c'est 2 valeurs très importantes. Puis, il y en a une qui est priorisée, puis il y en a une qui sera sacrifiée. Puis, c'est important de le garder en tête parce que cette deuxième valeur-là, elle est importante aussi. Donc, il faudra en tenir compte peut-être dans la mise en œuvre de la décision, puisque c'est justement là que ça va faire mal. Donc, on défend la première valeur et la deuxième valeur, on le sait qu'elle est importante, donc il va falloir en tenir compte dans la mise en œuvre de notre décision. Donc, A, identifier la valeur qui a préséance. B, identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. Donc, des arguments. Quelles sont les raisons qui justifient la priorité accordée à la valeur en question? Ici, pour Karen, c'était la vérité. Donc, autrement dit, pourquoi, au nom de la vérité, cette décision doit être prise? Donc, pourquoi pensez-vous que Karen doit dire la vérité? Ce serait une façon. Et pour elle, c'est pourquoi je dois dire la vérité? Hein? Pourquoi ne pas se taire? Et les raisons d'agir, pour Karen, il y en a plusieurs. Ici, parce que l'employeur il demande à Karen de mentir, puis parce que falsifier ce genre de données, c'est pas seulement problématique, là, c'est une contradiction d'une valeur importante qui est au cœur du Code de déontologie professionnelle, qui est au cœur de plusieurs articles de ce même code. Donc là, ici, il faudrait peut-être dans l'argumentaire citer les articles en question. Dans le code criminel aussi, c'est mentionné de ne pas falsifier, de ne pas mentir, de ne pas frauder. Donc ça, on pourrait aller dans ce type d'argumentaire. Et même si Karen doit être loyale envers son employeur, elle ne doit pas être loyale à ce point de poser un geste qui est en contradiction avec les idéaux, valeurs de sa profession. Donc ici, c'est une version idéalisée peut-être de la décision, mais ce qui est important, c'est les arguments. Donc, si vous décidez, on pourrait prendre la décision contraire, décider de se taire, et à ce moment-là, il faudrait produire d'autres arguments. Hein, pourquoi? Quelles sont les valeurs, les règles, les arguments qui me permettent de justifier que dans ce cas précis, je ne pourrais pas dire la vérité. Hein? Donc, c'est là qu'on déploie nos arguments. Et dans la phase, on est toujours dans la phase 3, étape C, Legault vous demande préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. Donc, c'est important ici, pas juste de prendre une bonne décision, mais de penser à comment on va la mettre en œuvre. Hein? Comment s'assurer que notre décision, qui est belle, qui est rationnelle, qui s'appuie sur des faits, sur des normes, comment s'assurer qu'on puisse la mettre en œuvre. Hein? Donc, pensez à ça là, lorsque vous aurez à résoudre
votre problème éthique dans le cours, dans le TP2, là, donc quelles sont les actions que vous devez poser pour mettre en œuvre votre décision. Ici, dans le cas de Karen, ben, les actions qu'elle doit mettre en œuvre, ben, elle les a posées, on s'en rappelle dans le témoignage, ben, elle a décidé de dire la vérité, elle a décidé de poser des questions, d'écrire à tout le monde. Ben, elle doit aussi éventuellement communiquer avec l'OIQ, elle doit prévenir le MTQ de ses doutes, c'est ce qu'elle a fait. Elle doit colliger ses preuves, partager ses preuves, demander conseil, c'est ce qu'elle a tenté de faire, ça ne veut pas dire qu'elle l'a eu. Prévenir son employeur de ses démarches, donc contester, c'est tous des gestes. Une fois que la décision est prise, ne pas falsifier, ben, il y a des gestes qui suivent cette décision-là. Donc, étape 3, prendre une décision raisonnable. Donc, ici, c'est là que vous devrez déployer des raisons d'agir, des arguments pour justifier votre décision et prévoir les modalités d'action, donc la façon de mettre en œuvre cette précieuse et belle et juste décision. Finalement, phase 4, établir un dialogue avec les parties concernées. Donc ici, la désignation, je dirais qu'elle est un peu cryptique, elle est pas la plus précise, du moins elle désigne un peu maladroitement, je dirais, ce qu'on doit faire à la phase 4. Donc, mais vous allez voir, le sens est assez clair. Donc, le go, il dit faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Bon, je vais le répéter, puis vous allez voir que là, c'est assez cryptique, mais le sens est assez simple. Faire une réflexion critique, donc une réflexion critique, ça va, sur le caractère universalisable. Donc, c'est le caractère universalisable de votre décision qu'on va tenter de voir. Vous avez dit des raisons, des arguments. Dans quelle mesure ces raisons et arguments, donc votre argumentaire, il est universalisable, il est généralisable, il est vrai, juste, bon dans n'importe quel genre de contexte. Donc, évaluer pour Karen, disons, c'est sûr que c'est un peu philo comme jargon, mais vous allez voir que c'est assez simple. Pour Karen, sa question, c'est comment dépasser ce seul cas précis qu'est celui rencontré par Karen. Ou comment dépasser cette décision-là qui pourrait être seulement valide pour ce cas précis. C'est une réflexion supplémentaire. Est-ce que la décision que Karen est en train de prendre, elle pourrait être prise dans d'autres genres de contextes? Et là, le go va proposer 3 critères pour vérifier dans la portée, je dirais, de votre argumentaire. 3 critères. Et là, attention, là, même si ces 3 critères arrivent à la fin de cet enregistrement, donc pour certains, là, vous peinez à m'écouter encore, là, mais vous allez quand même devoir être attentif parce que ça arrive à la fin. Mais ces critères-là sont très importants, je dirais, très importants pour enrichir la réflexion. Donc, le go vous propose 3 critères pour examiner dans quelle mesure la décision, les raisons d'agir de Karen ici peuvent dépasser ce cas précis, peuvent peut-être nous donner des leçons plus générales. Peut-être est-ce que ça peut faire consensus, ce genre de décision. Donc, 3 critères. Et pour m'assurer que vous m'écoutiez encore, je vais laisser un petit silence. Ah, voilà, vous êtes de retour. Donc, 3 critères. Critères d'impartialité. Donc, est-ce que les raisons d'agir pourraient convaincre un jury impartial? C'est dans les explications, c'est ce que je vous donne. Donc, ici, on explore, je dirais, la question, est-ce que Karen, elle est impartiale? Hein? Critère d'impartialité. Donc, c'est sûr qu'il peut être tentant devant n'importe quel problème, surtout un dilemme comme ça, et on le voit dans le cas de Karen, ça peut être vraiment tentant de choisir ses propres intérêts personnels. On va le voir dans notre module sur le conflit d'intérêts, mais je dirais que Karen, ici, elle n'est pas partiale, elle est partie prenante. Donc, il aurait été vraiment tentant pour elle de choisir son propre intérêt puis de se sauver à la course, là. Donc, de dire, c'est trop compliqué,
il y a trop d'enjeux, puis je me tais, puis c'est plus simple. Est-ce que ça aurait été la bonne décision? Ben, peut-être pas, mais ça se serait justifié de cette façon-là. Et on l'aurait vu au moment de l'analyse que, bon, ben, c'est peut-être le fait qu'elle est partie prenante que ça nuit un peu à la qualité de la décision. Donc, vous l'avez vu avec Karen, curieusement, Karen, en fait, courageusement, mais curieusement aussi, la décision de Karen, c'est très peu en fonction de ses intérêts personnels. Donc, c'est la réponse peut-être attendue d'un homme professionnel, mais il y a quelque chose d'impressionnant, là, je dirais, dans le comportement de Karen. Donc, pour Karen, elle est partie prenante. Puis le premier critère, le critère d'impartialité, comment faire peut-être pour donner encore plus d'impartialité à cette décision? Ici, bien, Karen va faire valider sa décision par un avis externe, va demander d'aide externe. Donc, elle va aller voir l'OIQ, elle va aller tenter de faire valider sa prise de décision par d'autres. Et bon, même si ce n'est pas tout le monde qui valide sa décision, ben à ce moment-là, on le voit, là, quelles sont les parties. Ben, elle est partie prenante, elle est impartiale, elle tente de l'être le plus possible, puis elle va tenter d'aller faire valider par des parties externes pour peut-être valider le fait que sa décision est un peu plus impartiale et davantage impartiale, est optimalement impartiale parce qu'elle est partie prenante. Donc, un critère d'impartialité, être le plus impartial possible. Réfléchir sur la partialité de votre décision. 2, le critère de réciprocité. Donc, réciprocité, se mettre à la place de l'autre. Ici, Legault vous demande, bien, vous avez pris une bonne décision, essayez de voir si votre décision pourrait vous convaincre si vous étiez à la place de l'autre. Et l'autre en question, ben, c'est la personne qui subira peut-être les plus grands contre-coups de votre décision. Donc ici, Karen, ben, elle a pris une décision, puis ceux qui vont subir les contre-coups, ben, il y en a plusieurs, là. Son employeur, ses patrons, ses collègues. Écoutez, il y en a plusieurs qui risquent d'être poursuivis en cours civil, cour criminelle. Gageons qu'ils vont contester, là. Donc, est-ce que les raisons invoquées par Karen pourraient les convaincre? C'est là, ici, qu'on réfléchit à ça. J'ai des raisons. Est-ce que mes raisons peuvent les convaincre? Sinon, pourquoi mes raisons ne peuvent pas les convaincre? Donc, réfléchir à ça ici. Dans plusieurs cas, si vos raisons sont valides, si vos raisons sont rationnelles, ça pourra convaincre des individus qui sont rationnels. Est-ce que ça pourrait convaincre ici les principales parties concernées? Ben, j'en doute peu, parce que justement, ils sont principalement impliqués, ils sont des acteurs, partie prenante, ils auront peur des conséquences, puis gageons qu'ils vont refuser la décision de Karen. Mais néanmoins, c'est ce que Legault vous demande, ce à quoi il vous demande de réfléchir ici à cette étape. Pensez à ceux et celles qui vont subir les contre-coups de votre décision. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel type de décision? Est-ce qu'elle tient compte de celles et ceux qui subissent les conséquences les plus navrantes de votre décision? Troisième critère, le critère d'exemplarité. Donc, qu'est-ce que les raisons pour... ici, ce que ça veut dire, c'est est-ce que les raisons d'agir de Karen, est-ce que son argumentaire, est-ce qu'il serait valide pour tous les cas semblables? Hein, donc, c'est une réflexion qui est super pertinente, qui enrichit, je dirais, la réflexion. Ça nous demande d'évaluer la portée de notre décision, puis la portée de l'argumentaire, la force de notre argumentaire. Autrement dit, est-ce que la décision que Karen est en train de prendre, est-ce que ça peut s'appliquer à des cas semblables? Hein? Elle décide de dire la vérité, de ne pas falsifier. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres cas? Et ben, la façon d'y répondre ici, ce serait de dire, ben oui, parce que ça peut s'appliquer à d'autres cas, parce que le cas ici, c'est justement ce qui est prévu dans les normes, les règles, les lois. Là. Les lois, les normes, les règles, c'est leur principale fonction. Les lois, les normes, les règles, c'est justement là pour nous aider à prendre des décisions qui sont très généralisables. Hein? C'est tout là, c'est comme un prêt à décider. Ça vous aide à résoudre plein de cas semblables. Évidemment, ça demande le
La contrepartie, c'est de tenir compte des cas précis. Et des fois, il y a des décisions qui sont juste bonnes pour un cas précis. Et souvent, ces cas-là, c'est justement des cas où on doit s'éloigner des normes. Mais généralement, si vous vous appuyez sur les normes, les règles, bien, vous allez prendre des décisions qui sont aisément généralisables. C'est-à-dire que dans des cas semblables, ici dans des cas où un employeur demande à un employé de contredire son code de déontologie et de falsifier des normes, bien, on devrait faire comme Karen. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les normes, les règles. Ces règles sont là pour protéger certaines valeurs. Ça s'appuie sur le sens même, je dirais, d'un ordre professionnel, protéger le public. Donc, tout ça, ça se défend. Donc, ici, le critère d'exemplarité, la décision de Karen, est-ce qu'elle est généralisable? Quelle est sa portée? Est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à des cas semblables? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, ça, c'est le troisième critère. Vérifiez si votre décision, ce sera le cas pour votre TP2, est-ce que votre décision, votre argumentaire, pourrait s'appliquer à des cas semblables? Et sinon, pourquoi est-ce que votre décision est seulement pertinente pour ce cas précis et ne serait pas pertinente pour d'autres cas semblables? Donc, en éthique, il faut admettre, et je vous invite à laisser de la place dans votre réflexion, dans votre jugement pour cette éventualité. Il faut admettre qu'il y a peut-être parfois des cas d'exception, hein, des cas où on pourrait justifier justement de s'écarter d'une norme, d'une règle, d'une loi. Hein? Toutefois, dans le cas de Duhamel, aucun élément de notre analyse ne nous permet de justifier ici que c'est un cas d'exception puis qu'il faut dévier des normes, des règles. Alors, on aurait pu ajouter simplement dans l'énoncé, rappelez-vous, les Karen voyaient passer de l'argent, des motons d'argent. Si le moton d'argent, elle avait eu des soupçons que c'est le crime organisé, que le crime organisé lui avait fait des menaces peut-être personnelles, et c'est arrivé à certains acteurs qui ont témoigné devant la commission Charbonneau, bien là, peut-être que ça aurait valu la peine comme argumentaire de dire, vous savez quoi, les normes, les règles, les lois, je dirais rien, parce que là, la décision, elle est bonne. Pourquoi? Ben parce que je dois sauver ma peau, parce que c'est dangereux pour moi, pour mon entourage. Puis ça peut se justifier. Donc, on s'éloigne des lois, des règles, des normes, mais en même temps, il y a un cas précis, rare, exceptionnel qui nous permet de justifier pourquoi on doit dévier légèrement des normes. Et toujours dans la phase 4, mais là ici 4B, donc formuler, c'est ce que Legault nous dit, à la fin, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, je le répète, et vous allez reconnaître l'objectif ici, un objectif important du cours, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, l'objectif en question, ben, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est le TP2. Donc, oui, c'est lui, là. Donc, le TP2, il est là, il arrive là. Le rapport décisionnel, là, c'est là qu'il arrive, un rapport dans lequel vous allez formuler et présenter une argumentation complète pour justifier votre position. Donc, si vous aviez soumis le cas de Karen Duhamel, ben, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que vous allez faire. Mais si vous l'aviez soumis dans votre TP2, donc vous l'auriez analysé à l'aide de la grille de Legault, comme on a fait, et la deuxième partie du rapport, vous auriez préparé et présenté et rédigé un rapport décisionnel. Un rapport décisionnel dans lequel vous m'auriez expliqué que la meilleure décision pour Karen, c'est X. Puis pourquoi c'est une bonne décision, puis les arguments que vous trouvez les plus forts, puis les gestes, donc la mise en œuvre, les gestes qu'elle doit poser, puis les recommandations. Donc, dans le rapport, il y a ça aussi que je vais vous demander, pour éviter que ce genre de problème se reproduise ou pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème. Puis, donc, vous voyez là ici que dans notre analyse, on le fait dans cet enregistrement, nous avons tout ce qu'il faut déjà pour passer au TP2. Donc, c'était la phase 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, 4 phases dans cette grille d'analyse.
Vous devez l'appliquer, cette grille, à votre TP1. Donc, vous m'avez remis un beau problème. Merci, je vais corriger tout ça. Puis, examiner ce problème à l'aide de la grille d'analyse. Donc, vous pouvez déjà le faire. Vous avez votre TP1. Commencez à travailler avec la grille d'analyse. Vous la connaissez maintenant un peu mieux. Analyser les faits, clarifier les valeurs. Les valeurs qui se cachent des fois derrière les conséquences, les normes. Prenez une décision rationnelle, justifiée, rationnellement. Donc, pensez aussi à la phase 3, aux actions, donc comment mettre en œuvre votre décision. Et 4, établir un dialogue réel. Donc, réfléchissez à la force, la portée de votre décision à l'aide des critères d'universalisation. Et voilà, ça ressemblerait à ça, votre TP2. Mais là, je parle beaucoup. Maintenant, cette grille, vous la comprenez mieux. Et vous sentirez peut-être plus urgemment ce besoin de comprendre cette grille lorsque vous tenterez d'analyser votre problème TP1 et lorsque ça arrivera. Parce qu'éventuellement, vous allez sauter dans votre TP1 là, puis tenter de l'analyser. Je vous suggère de le faire dès demain, mais gageons que vous allez attendre quelques semaines. Mais lorsque vous allez sentir le besoin urgent d'analyser votre problème et lorsque vous aurez besoin un peu d'informations sur cette grille, mais je vous suggère de réécouter peut-être le podcast là, pour vous familiariser, vous refamiliariser à ces étapes de la grille de Legault. Rappelons les objectifs du module 4. Nommer, expliquer les principales étapes de la grille. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ce podcast. C'est ce que vous devriez être capable de faire à la fin de ce module. Nommer et expliquer les étapes et sous-étapes d'une grille d'analyse. Donc, les étapes et sous-étapes, il faut les connaître, il faut savoir les 4 grandes phases, les étapes, les connaître. Utiliser un outil d'analyse approfondie, utiliser une grille d'analyse, puisque vous allez faire dans votre TP2. Expliquer et intégrer les notions de risque et de gestion du risque. Ici, je n'en parle pas dans le TP2. Je ne le parle pas dans ce podcast, mais vous allez trouver ces informations-là là, dans le texte d'Hélène Hermanson et, attendez, qui c'est son nom? Sven Ove Hansen. Donc, un article qui est en anglais là, sur la notion de risque éthique. Donc, un modèle d'analyse du risque éthique. Puis, j'ai une question dans le forum là, pour vous aider d'abord à traduire le contenu puis identifier peut-être les éléments les plus importants de ce texte. Et pour atteindre ces objectifs de module, donc, vous avez vu dans la marche à suivre du module 4, donc les principales étapes. Maintenant, vous connaissez mieux la recette. 1, écoutez le podcast. Bravo, c'est fait. Visionnez l'enregistrement de cours ou soyez là lors du cours. Lisez le texte. Ici, c'est une lecture, attention, là, très engagée et attentive. Donc, c'est un moment et c'est un contenu très important du cours. Donc, le texte, c'est Professionnalisme et délibération éthique. C'est le chapitre 6 où j'explique d'une autre façon, où Legault nous explique les étapes de sa grille d'analyse. Allez lire aussi le texte de Hélène Hermanson et Sven Ove Hansen sur le modèle d'analyse de risque éthique. Ici, c'est une lecture sommaire, là, donc il faut tenter de le comprendre, identifier peut-être quelques éléments pertinents. Allez ensuite au forum, module 4, je vous pose quelques questions. Et quoi d'autre? Continuez vos travaux d'équipe. Donc, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour avancer votre TP2. Donc, le TP1 est rempli. Si vous avez bien fait votre boulot, le TP1 devrait être parfait pour passer au TP2. Donc, prenez votre TP1, analysez-le à l'aide de la grille de Legault et éventuellement, vous pourrez compléter et rédiger votre rapport décisionnel. Donc, tout ça, vous l'avez. Vous avez ça en main, votre grille d'analyse, et vous pouvez la trouver, cette grille d'analyse, encore une fois, sur l'ENA, dans le contenu du module 4. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous écouter en podcast. Merci et bravo. Vous gardez le rythme, c'est bien. Puis ça vous aidera assurément à réussir, sinon exceller dans ce cours et dans cette matière. On se revoit demain, mardi, peut-être, qui sait, en classe, si vous en décidez ainsi. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Allez, bye bye.